On évoquait tout à l'heure ce vaccin contre Ebola, vaccin donc préqualifié par l'OMS. On va finir avec le sujet sur un aspect que Francisco voulait évoquer. Oui, il s'agit de nos confrères du Kivu qui sont très menacés. Il y a même des journalistes, comme on le disait tout à l'heure, les croyances africaines font que les gens ne croient pas que vraiment c'est un virus qui peut être guéri par la médecine. Donc on s'attaque aux journalistes, aux radios. Donc il y a un qui a été tué au cours de cette semaine, un journaliste, animateur. Donc d'autres sont menacés. Donc il y a des radios déjà qui sont en train d'être fermées. Et je me demande, lorsque les radios vont se fermer, qui va sensibiliser par rapport aux endroits où il faut trouver, n'est-ce pas, le vaccin ou également quelles sont les précautions à prendre. Et voilà comment la presse est victime aussi ailleurs pour des trucs que... voilà, pour sa mission. Mais ça pose là, c'est un véritable problème d'éducation même à la base pour ces populations-là. Oui, c'est quand on parle parce que vous n'êtes pas d'accord avec une cause que défend un journaliste, un média, qu'il faut aller l'attaquer, qu'il faut aller... Non, c'est que les gens ne croient pas fondamentalement à l'existence de cette maladie. Pour certains, c'est Dieu. Et pour d'autres, c'est le diable. Donc, ils préfèrent aller, par exemple, dans des maisons de prière ou là où on fait les gris-gris, voilà, chez les pasteurs. Parce que vous savez, c'est du business aussi pour les pasteurs. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui disent qu'ils guérissent, par exemple, le cancer. Qu'on sait que c'est impossible, qu'on dise qu'on a guéri. On dira que rien n'est impossible à Dieu. Bon, en fait, c'est Dieu, là, on sait. Il faut prier, aller à l'hôpital et Dieu va aider le médecin en face de vous trouver le remède nécessaire. Voilà. Mais il faut qu'on laisse la presse tranquille dans cette histoire-là. Parce que la presse est là pour aider. Si vous tuez la presse, alors qui va vous aider? Donc, que les populations qui subissent de telles atrocités, d'Ebola, laisse la presse tranquille. On est là pour apporter la paix. Donc, laissez-nous tranquilles. La République démocratique du Congo, on reste encore là-bas. On va évoquer un tout autre sujet. La souffrance du peuple continue malgré la première alternance politique, a déploré mardi le nouveau cardinal congolais, l'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo, qui apporte un soutien sans condition au président Félix Tshisekedi, malgré le mensonge spectaculaire des élections. Le peuple s'est exprimé pour le changement, dit-il. 10 mois après, est-ce que ce souhait du peuple a été respecté? Ce souhait reste intact. La misère du peuple, la souffrance du peuple continue. C'est ce que l'archevêque a déclaré lors d'une conférence de presse à Kinshasa. Toutefois, il considère qu'il y a des choses positives sous Félix Tshisekedi, comme la gratuité de l'enseignement. Jean-Paul Abo, est-ce que l'archevêque Fridolin Ambongo n'est pas un peu trop pressé? Vouloir un miracle 10 mois après? Je suis d'accord. Je le trouve sévère avec le président Tshisekedi. Parce qu'un chef d'État, un dirigeant d'un pays, c'est pas un magicien. Je ne suis pas convaincu qu'en 10 mois, le président Tshisekedi ait les moyens, même s'il en a la volonté, ait les moyens de résoudre tous les problèmes des Congolais. Après tant d'années de conflits armés, des conflits sociaux, etc., il vient d'arriver, ça ne fait que 10 mois. Et on peut même dire, et même si on peut ne pas le mettre en l'exonérant de cela, on peut même dire qu'il n'était pas préparé suffisamment, d'ailleurs, à endosser cette responsabilité-là. D'abord parce que c'était son père qui dirigeait le parti, et il ne s'attendait pas à prendre aussi vite et aussi rapidement, aussi facilement la relève. Et puis surtout, il n'était pas forcément donné gagnant. Donc disons qu'il n'était pas préparé, y compris avec un programme ou un projet politique à accéder à la magistrature suprême. Tout ça fait que finalement, au bout de 10 mois, on ne peut pas attendre non plus des miracles. Alors, là où on peut rejoindre l'homme de Dieu, c'est lorsqu'il attend de lui quand même une vision, des perspectives qui sont tracées. Je crois que c'est cela qu'on attend d'un président qui est en place d'abord, avant
dans un deuxième temps, au terme de son mandat, faire un bilan de son nation. Donc, pour ma part, je trouve que 10 mois, c'est trop tôt pour tirer des conclusions aussi sévères, aussi tranchées sur l'action qui est menée. N'oublions pas non plus que toutes ces actions ne sont pas menées dans un contexte, j'allais dire, facile. Chaque semaine, la presse relaie quand même les conflits multiformes qu'il y a entre le clan du président sortant et le président actuel, ce qui ne favorise pas le déploiement de sa politique. Laissons-lui un peu de temps et puis on pourra tirer de vraies conclusions d'ici 2-3 ans. En même temps, Firmin, ce qu'évoque l'archevêque Ambongo, c'est un peu l'expression du peuple qui, après avoir connu l'alternance, souhaite voir sa condition changer et le plus rapidement possible. Oui, c'est là où on se trompe. Ça repose encore le débat de l'alternance. L'alternance n'est pas synonyme de développement. Ça, je le dis tout le temps. Ce n'est pas parce qu'il y a alternance qu'il y aura déjà où les conditions de vie et de travail vont être améliorées du jour au lendemain. Non, ça, il ne faut pas rêver. C'est parce que ce qu'on nous a toujours inculqué. Sinon, l'alternance, en réalité, n'est pas synonyme de développement. Bon, qu'est-ce que les gens peuvent faire? L'argent, c'est où? C'est comme on s'imagine des fois que l'argent, c'est dans les caisses. Quand un chef d'État vient, donc il peut multiplier facilement les salaires ou tout ça. L'argent, des fois, l'argent n'est pas dans les caisses de façon physique. C'est sûr, on s'imagine l'argent quelquefois être dans l'imaginaire. Quand on dit on prête de l'argent au pays, c'est parce qu'on se dit ces États-là sont solvables. Dans les 5 ans, dans les 10 ans, ces États seront à même de pouvoir rembourser. Donc c'est comme ça. Donc il ne faut pas qu'on s'imagine que l'alternance est synonyme de développement. Vous imaginez, on est dans un pays de 80 millions d'habitants. Vous imaginez, moins de 40% vivent en milieu urbain. Nous avons un pays qui a connu une récession de 2 ans, 2015-2017. Nous avons un pays qui a eu une croissance un peu en baisse en 2016, 2,9%, en 2017, 3,7%, en 2018, 4,1%. Donc, le président sortant a laissé un pays un peu passable, un peu acceptable entre les mains de Tshisekedi. Donc Tshisekedi qui vient, peut-être il va travailler à ce qu'on ait une croissance de 5-6% en 2019 ou en 2020. Mais il lui faut assez de moyens. Il va trouver ces moyens-là où? En 10 mois. Ça va lui être tellement difficile. Je rappelle que ça c'était en octobre, il a fait une sortie et il dit qu'il a besoin de 10 milliards pour améliorer la vie des Congolais. 10 milliards de dollars pour améliorer la vie des Congolais. Parce qu'en 2012, 77% de la population congolaise suffisamment pauvre. En 2018, 73%. Donc il lui faut assez de moyens, assez de temps pour faire baisser le taux de pauvreté peut-être jusqu'à 60%, à 50%, parce que nous on a fait beaucoup d'efforts au Togo. Nous on est déjà maintenant sensiblement à 50 ou 52 ou 53%. Donc il lui faut assez de moyens. C'est parce que nous peut-être on a eu un peu de moyens aussi. Francisco n'a pourquoi ne dire pas le contraire. Donc il lui faut beaucoup de moyens. Et vous imaginez ce qu'il a dit. Il a besoin d'un peu de temps pour agir. Et ces moyens-là, ces moyens, il va agir sur 145 territoires. Donc il faut lui laisser assez de temps. Bien sûr, la population croupit dans la misère, mais on ne peut pas faire de la magie. Je sais que le prêtre là, c'est un bon prieur, le Dieu va faire des miracles, mais sur le terrain, de façon scientifique, on a besoin d'un peu de temps. Francisco, en même temps, quand on regarde un peu le discours que servent les opposants, ils donnent l'impression de posséder une baguette magique, et quand eux ils vont venir au pouvoir, d'un coup de baguette, d'une fée là, tout va changer. Non, parler comme ça de l'alternance, c'est comme si nous sommes en train de donner un coup, n'est-ce pas, à cet élan de démocratie. Même en France, lorsqu'il y a eu alternance, on a eu les gilets jaunes qui sont sortis. Même aux États-Unis ou ailleurs, il y a toujours des réclamations. Mais c'est que ici, on s'attarde plus sur des choses politiques que ce qui doit faire avancer un pays. Quand nous prenons les changements, vous savez, ce discours, par exemple, du prélat, que je condamne avec la dernière rigueur, et ça prête confusion. Vous-même, Francisco, a beaucoup là? Ah oui, ça prête confusion. Ça m'étonne un peu. Ce qui donne raison, par exemple, que oui,
Vous avez voulu l'alternance, par exemple, au Burkina Faso, il y a l'alternance, mais il y a le terrorisme. Vous avez voulu l'alternance au Mali, voilà, il y a le terrorisme. Non, ce n'est pas ça le travail du prélat. Il est en train de saboter la démocratie. On voit d'où vient la RDC. Même cette alternance de la RDC, c'est un cadeau empoisonné que Tshisekedi a eu. Et ce cadeau empoisonné, il doit le gérer. Il doit le gérer. Et ce n'est pas en 10 mois qu'il peut résoudre les problèmes de la RDC. On voit sur le terrain ce qui se passe. Chaque jour, il y a les pots de bananes qui sont glissés. Mais c'est là où je reviens toujours sur le fait que, malgré tout, mais il a accepté faire dépenser des milliards pour les cérémonies, les obsèques à son papa. Voilà. Non. Il faut qu'on soit honnête. Et dans le même temps, il y a certains autour du pouvoir qui commencent par s'enrichir de façon excessive. Aujourd'hui, Tshisekedi n'a pas encore tout le pouvoir. Vous avez vu tout le Parlement comment c'est organisé, le Sénat et tout. Donc, la RDC, on a évoqué tout à l'heure le cas de Ebola, où c'est le pays qui a un grand foyer d'Ebola et qui est là, tout le monde, personne ne sait pas. Il y a les contingents militaires qui sont là, qui n'arrivent pas à résoudre les problèmes des rebelles et de l'invasion. Donc, il faut sécuriser le pays, il faut relancer le pays sur le plan économique et les contrats miniers, tous ces contrats miniers, ces groupes étrangers qui sont venus s'installer dans les zones de guerre, où on dit des zones de guerre, mais qui exploitent. Mais il faut arriver à revoir tous ces contrats pour pouvoir converger les moyens de l'État vers le budget. Normalement, c'est en cela que cette communauté internationale qui dit qu'elle est venue pour aider la RDC devait œuvrer à faire. Et c'est à partir de ce moment, lorsque on pourra pacifier les différentes zones et que le président de la République pourra avoir l'accès aux moyens, c'est-à-dire du pays. On n'a pas besoin forcément de l'aide. Il faut que l'argent du pays, le sous-sol du pays profite au pays. Et lorsqu'on mettra la main sur tout ça, ça va commencer par décoller. Il y a des zones aujourd'hui en RDC où il n'y a pas la route pour aller. Le chemin de fer qui avait été établi pendant des années, le chemin de fer là n'existe pratiquement plus. Donc il faut, ce n'est pas en 10 mois, le prélat ne doit pas tenir ses propos parce que je me dis, il fait partie des gens qui sabotent, qui donnent raison aux gens et qui disent que lorsqu'il y a alternance, il y aura violence. Donc c'est pas son rôle. Monseigneur Fridolin, il fait du populisme? Je ne sais pas. L'Église catholique a toujours été présente dans la vie publique en RDC. On l'a vu ces derniers mois avec les élections présidentielles. C'est peut-être sa manière sa lecture de la situation. Mais encore une fois, je crois que c'est une lecture beaucoup trop sévère, beaucoup trop populiste. On l'aurait mieux compris s'il avait interpellé le chef de l'État sur la question de gouvernance. Effectivement, parce que, quoi qu'on dise, la terre congolaise regorge de potentialités énormes et ce peuple ne devrait pas mourir de faim, ne devrait pas se retrouver dans une situation de sous-développement. Donc, il y a la question de la gouvernance, la question de la bonne gestion de ces ressources-là. C'est plutôt vers là que doivent aller les critiques, selon moi, des chefs spirituels, y compris même de l'opposition actuelle, plutôt que de tirer un bilan aussi tranché sur 10 mois de présidence. C'est l'ancien Premier ministre britannique, Margaret Thatcher, qui disait à une époque, lorsqu'on l'accusait de ne pas arriver à résoudre la question du chômage, qui disait que si on pensait que quelque part dans sa mallette il y avait une formule magique pour résoudre la question du chômage et qu'elle refusait de la sortir, il faut que les gens se rendent compte à la réalité qu'il n'y a pas de formule magique. Donc on peut transposer ça en RDC comme partout dans nos pays. Il n'y a pas de recette magique. Chaque dirigeant vient avec son projet, son programme, sa vision des choses et essaie d'apporter une solution aux difficultés, aux préoccupations quotidiennes de ses concitoyens. Il réussit ou il ne réussit pas. Après,
Et c'est là où la question de l'alternance se pose. Après, il y a d'autres équipes dirigées par un autre leader qui viennent aussi essayer leurs solutions. C'est pour ça que les gens souhaitent qu'il y ait dans ces pays, dans tous les pays du monde, qu'il y ait alternance pour que chacun puisse venir essayer ces solutions. Ça ne veut pas pour autant dire que automatiquement ces solutions seront les meilleures que celles des prédécesseurs. Donc c'est un pari qui est fait. Ça peut être un pari gagnant, ça peut être un pari perdant également. En même temps, on ne peut pas reprocher, par exemple, sur 10 mois à Tshisekedi de ne rien faire, puisqu'il a décrété la gratuité dans l'enseignement. Même sur un plan purement relationnel avec ses voisins, on l'a vu, contrairement à son prédécesseur, il a essayé de pacifier un peu les relations avec les voisins. Oui, ça c'est tellement politique et diplomatique. Ça n'impacte pas le quotidien des Congolais. On parle de misère, vous parlez de pacifier les relations, c'est compliqué. Les gens ont faim. Vous imaginez, c'est ça. Le peuple croupit dans la misère. Les gens veulent voir leur panier amélioré, leur panier un peu changer de niveau. C'est ça en fait. Il est venu, il fait ce qu'il peut, mais le fond, est-ce que tout d'abord, il y a un problème aussi avec le président congolais. Vous savez, c'est quelqu'un qui a assez vécu dans des boîtes de nuit, qui a tellement vécu. Tu aimes bien rappeler ça. Il a tellement fréquenté dans les boîtes de nuit. Donc, il a bien vécu, quoi. Ce n'est pas son papa, au fait. Donc, c'est quelqu'un qui ne maîtrisait pas trop les rouages politiques. Donc, c'est comme quelqu'un qui est là, et puis il était là au bon moment, quoi. Donc, il est venu, et puis c'est comme quelqu'un qui est venu ramasser le pouvoir. Donc, on lui a remis le pouvoir. Donc, il a besoin de l'appui de tout le monde, il a besoin de l'appui de la communauté internationale, il a besoin de l'appui de Kabila pour se construire, pour construire son pouvoir. Donc, il faut prendre assez de temps pour pouvoir s'en sortir. Pour le moment, cela ne va pas, sa gouvernance ne va pas impacter fondamentalement le quotidien des Congolais. Il lui faut peut-être 4, 5 ans, 6 ans avant que cela ne se ressente. Encore faut-il qu'il soit réélu pour un second mandat. Ouais, il faut qu'on arrive. Moi, je voudrais que surtout la jeunesse africaine arrive à comprendre ça. Parce que moi j'y réfléchis toujours, surtout quand on parle de l'alternance. Quand vous voyez un peu la France, depuis Mitterrand jusqu'à maintenant, il y a toujours un problème. Quand Jean-Paul Agbo parlait du chômage avec Magaï Tchatcher, il y a cette phrase de François Mitterrand que tout le monde connaît. En ce qui concerne le chômage, on a tout essayé, on n'y peut rien. Vous imaginez, dans les années 85-86, maintenant, comment il s'appelle, Jacques Chirac est arrivé, il a fait 12 ans, il n'a pu résoudre aucun problème. Et quand Sarkozy est arrivé, après 4-5 ans, il n'a pas pu baisser fondamentalement le taux de chômage. Hollande est arrivé, c'est vers la 4e année qu'il a pu baisser un peu le taux de chômage et la population française a commencé par ressentir un peu les fruits de sa gouvernance. Maintenant, Macron est arrivé, il n'a même pas fait 10 mois, et il y a les gilets jaunes qui sortent régulièrement. Ça repose fondamentalement le problème de l'alternance. Qu'est-ce qu'il faut en réalité? Je pense qu'il faut maintenant trouver les meilleurs paradigmes, surtout en ce qui concerne la démocratie, et dire au peuple qu'en réalité l'alternance ne signifie pas fondamentalement, en réalité, dans la première définition, le développement. Parce que quand vous voyez tous les peuples, en réalité, la tendance ne rapporte pratiquement rien. Mais il faut que... Bon, en même temps, on ne peut pas refuser ça au peuple dans la mesure où la continuité non plus ne leur rapporte rien. Donc, oui, oui, c'est là où il faut trouver... C'est Machiavel qui dit que les peuples aiment à se changer de dirigeants. Ils adorent ça, mais au fait, ça ne leur rapporte pratiquement rien. Que quand on voit ça, bien sûr, on va dire au temps du parti unique, les choses n'étaient pas mieux. Et maintenant, quand on parle de démocratie, les choses, ça se complique un peu. Mais qu'est-ce qu'il faut? Mais c'est là où les juristes ou les grands intellectuels sont appelés à réfléchir sur le sujet pour pouvoir trouver les meilleurs paradigmes ou le juste milieu qui puisse apporter le développement. Mais dire aussi qu'en 4 ans, 5 ans, on n'y peut rien. Quand on veut parler de la construction d'un État, si ça peut-être marche un peu peut-être aux États-Unis, parce que les États-Unis sont déjà construits. Et maintenant, ceux-là qui viennent, ils sont juste les dirigeants de la plus grande diplomatie. Le fond des États-Unis, même, c'est les gouverneurs qui les gèrent. En même temps, Francis, auquel aurait dû être les propos de Monseigneur du cardinal Fridolin? Non, tout d'abord, je veux mettre un peu de bémol dans les propos de Fridolin. Quand il dit que l'alternance n'apporte rien, non. Lui-même, il a donné même ce que l'alternance, par exemple, en citant de François Mitterrand,
Jacques Chirac, et Sarko, Hollande, jusqu'à Hollande qui a essayé de relever la chose. Après, Macron est venu. Aujourd'hui, on sent que même en France, malgré la sortie des gilets jaunes, c'est comme si tout le monde essaie. Est-ce qu'un pays, c'est un grand laboratoire où il faut faire Oui, mais c'est pourquoi quand ça ne va pas, il faut des structures pour organiser le choix des dirigeants et que ça soit bien réglo. Lorsque ça ne va pas chez quelqu'un, au niveau d'une équipe, quand l'échéance arrive, on dit non, quand on ne vous renouvelle pas, vous partez. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de correctifs sur toutes ces périodes-là que, au fait, aujourd'hui, on sent qu'ailleurs, ça marche un peu. Donc, l'alternance, les fruits de l'alternance, c'est quoi? C'est aussi que ce soit la richesse, la force, tous changent de main. D'accord? Ça permet, n'est-ce pas, de partager la distribution de... Mais est-ce que c'est... Non, est-ce que le peuple le ressent? Le peuple le ressent. Si on reconduit la même équipe, c'est que le peuple l'a ressenti. Même si on n'a pas... quand vous dites ça rejoint, c'est aussi un débat d'intellectuels qui veut que on n'a pas besoin de limiter les mandats. Si les peuples le veulent, ils reconduisent. Non, il faut laisser, ils arrêtent. Donc l'alternance, comme vous le dites, c'est pas laisser cela, comme on le disait, dans la Constitution française, cela n'existait pas. C'est Sarkozy qui a inscrit ça. Mais en Grande-Bretagne, Tony Blair, aujourd'hui, qui est là-bas, qui devient consultant en Afrique, Tony Blair pouvait faire plus que 2, même 3 mandats, parce qu'il avait quand même un bilan économique énorme. Mais dans la mentalité des gens, c'est pas normal. Pourquoi Barack Obama, qui, au fait... Tony Blair voulait s'inspirer juste de Mamaga Tchaké, qui avait fait 11 ans. Oui, quand on prend les États-Unis, il dit que c'est limité. Ailleurs, c'est limité, mais les gens tentent de sauter le verrou. Parce que pourquoi Barack Obama, au moment où il a... Aujourd'hui, je peux dire il n'aurait pas pu de tout. Non, Trump, voilà, vous avez dit. Donc, il faut les institutions fortes. C'est ça qu'il nous faut vers l'Afrique. Qu'est-ce que mon prélat devait faire? Le prélat devait, n'est-ce pas, encourager, n'est-ce pas, Tshisekedi. Oui, mais attendez, est-ce qu'en même temps, ce que Monseigneur Fridolin a dit, il aurait pu dire le contraire, dans la mesure où on sait comment l'Église avait milité pour cette alternance. Oui. Aujourd'hui, il ne peut pas dire oui, vous avez l'alternance, les choses vont bien. Non, oui. Il ne peut pas le dire. Oui. Ils ont limité, mais après tout, il l'a encouragé. En fait, il ne s'est pas arrêté à la critique. Il l'a encouragé. Ce qui veut dire qu'il y a un travail à faire. Par exemple, tous ceux qui ont milité pour qu'il y ait alternance, toute la classe politique, on doit encore les mobiliser autour de peut-être Tshisekedi, étant donné que Tshisekedi aujourd'hui se sent isolé. Que ce soit les gens de Kabila lui font la guerre, si sa famille d'opposition, en tant qu'il a trahi, et qu'il a trahi aussi lui font la guerre, ça ne va pas aller. Donc la misère des populations ne va que continuer. Donc il y a du travail à faire en RDC. Il faut que le pays soit mis en chantier total pour vider ces églises, cette temps de prière là, parce qu'il y a des gens qui vont plus à l'église. Ils sont plus une institution en RDC. Voilà, c'est dans le gène des gens. Oui, c'est dans le gène, mais ça ne va pas aboutir, ça ne va pas faire décoller le pays. Ça fait vivre certains, il y a les pasteurs qui sont très heureux, des prêtres qui sont très heureux aussi. Ben oui, c'est ceux-là qui savent marchander là. Alors, sur la question de l'alternance et de toutes ces questions politiques, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de l'alternance ou être contre l'alternance. Voilà. Je crois que l'alternance a ses avantages. Comme on l'a dit, d'autres équipes viennent essayer aussi leurs solutions. Et justement, comme il y a concurrence, il y a compétition, c'est forcément pour le bien des populations, parce que ceux qui sont au pouvoir sont obligés de faire davantage, de faire plus, parce que justement ils ont peur que s'ils ne font pas suffisamment, ils peuvent être rejetés lors de la prochaine élection. Et donc, mais s'il y a toujours continuité, on est sûr de soi et on ne peut pas faire mieux. Mais en même temps, moi je ne suis pas pour qu'on n'importe toutes les solutions occidentales ou de façon indistincte.
Firmin l'a dit tout à l'heure. Il y a des pays qui sont déjà construits. Les États-Unis, la France et tout ça, même s'ils ont leurs difficultés. Et donc, c'est pour ça que chez eux, par exemple, on dit le mandat à 5 ans, 4 ans. Et nous, en Afrique, pour des raisons qui ne sont pas des raisons, pour moi, fondamentales ou structurelles, c'est plutôt des raisons conjoncturelles, on décide aussi de faire des mandats de 4-5 ans. Mais honnêtement, un président africain, avec tous les problèmes qu'il a sur le dos, vous pensez sérieusement qu'en 4-5 ans, vous ne pouvez pas. Non, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Je pense que Francisco lui-même, il travaille sur des projets. Si vous voulez lancer des projets de bout en bout, 4-5 ans, vous ne pouvez rien faire. C'est pour ça, moi, je suis ulcéré. Je pense que d'ailleurs, depuis, il a changé d'idée. C'est notre président, notre voisin qui annonçait un unique mandat. C'est de la plaisanterie. Si vous venez vraiment travailler, 4-5 ans, vous ne pouvez rien. Mais je comprends, parce que c'est pour ça que j'évoque des raisons conjoncturelles. Comme il y a eu de longs règnes dans nos pays, et de longues dictatures, le parti unique, certains sont venus, ils ont changé la condition, ils sont restés. Les gens ont été échaudés. Et ils pensent que c'est en limitant à 4-5 ans et on va résoudre le problème. On résout un problème, un petit problème qui est qu'on ne va plus avoir de long règne, mais simplement est-ce que pour autant on crée les conditions pour que ceux qui viennent puissent avoir toute la latitude, tout le temps pour faire un bon travail. Non, je pense que la question de limitation, là aussi, je ne suis pas un taliban de la limitation du mandat. Mais ça aussi, ça correspond à une exigence conjoncturelle. Les gens sont échaudés par de longs règnes. C'est pour ça. Bon, c'est plutôt une mesure psychologique que efficace. Toutes ces questions de 4 ans, de 5 ans. C'est que le débat est intéressant. On revient dans une dizaine de minutes.